Je suis Thomas Conti et voici mon histoire. C'est drôle comme la vie peut changer rapidement. Tout a commencé le jour où je suis allé pêcher avec deux de mes amis. Ma femme Amélia était déjà assise dans son bureau depuis environ 1 heure lorsqu'elle a reçu un appel téléphonique. « Êtes-vous Amélia Conti ?» demanda l'appelant. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider? Nous avons kidnappé votre mari et le retenons contre une rançon de 250 000 $. Vous avez 24 heures pour rassembler l'argent, sinon votre mari mourra. Si vous appelez la police, il mourra. Je vous rappellerai à 15 heures cet après-midi pour vous donner des instructions sur la façon de récupérer l'argent. » Est-ce une blague? Qui êtes-vous? Amélia était effrayée et stupéfaite. Elle ne savait pas quoi faire. Je suis parti en voyage de pêche avec des amis au lac Erie pendant 3 jours. Je n'ai même pas emmené mon téléphone portable avec moi car nous ne voulions pas que quoi que ce soit interfère avec notre voyage de pêche avec mes 2 amis. Mes amis et moi étions sur mon bateau sur le lac Erie, buvant de la bière et pêchant, passant un bon moment. Nous ne sortions pas si souvent et nous avons vraiment apprécié la pêche. Mon bateau était assez grand, un bateau de 35 pieds qui pouvait même accueillir 6 personnes si elles étaient amicales, bien que nous ayons loué une cabine pour y passer la nuit. Depuis 6 ans, nous faisons ce genre de voyage de camping et de pêche 1 fois par an. Alors que je buvais une autre bière, la garde côtière est arrivée en trombe vers nous et s'est arrêtée à côté du bateau. Armes prêtes, ils ont demandé « Est-ce que l'un de vous est Thomas Conti ?» « C'est moi », ai-je répondu. « Que s'est-il passé pour que vous nous braquiez avec une arme ?»« Je suis désolé monsieur, mais on nous a demandé de vous trouver. On nous a dit que vous aviez été kidnappé et retenu contre rançon. Je peux vous assurer que je vais bien. Ce sont 2 amis à moi, Joe et Al. Ce sont aussi 2 de mes employés. Nous sommes venus ici pour pêcher pendant quelques jours. Nous avons décidé de nous passer de téléphone portable. Nous ne voulions pas être dérangés, nous voulions juste pêcher. Pourriez-vous s'il vous plaît pointer votre arme dans l'autre direction? Excusez-moi, monsieur Conti. Nous aimerions monter à bord de votre bateau et jeter un coup d'œil. Avez-vous des armes à bord? Juste les fusées éclairantes standards et d'autres articles d'urgence que l'on s'attend à trouver sur un yacht. Bienvenue à bord. Ils ont rapidement fouillé le yacht et vérifié les pièces d'identité des 3 d'entre nous. Après cela, ils se sont excusés mais ont demandé si je pouvais les accompagner. La police avait besoin de me parler chez moi. Joe, Al, continuez à profiter de votre pêche. Je verrai si je peux revenir à la cabine ce soir ou demain. Il n'y a pas de sens à gâcher vos vacances. Si pour une raison quelconque je ne reviens pas, assure-toi que le bateau soit amarré et solidement attaché. Nettoie et ferme la cabine, puis dépose les clés. Je suis parti avec la garde côtière et j'ai mis le cap vers la rive. J'avais rencontré Al et Joe en prison 12 ans plus tôt. J'avais été condamné pour recel, dont je parlerai plus tard. Joe et Al s'étaient également rencontrés en prison. Ils purgeaient tous les 2 une peine pour coups et blessures. Il semblerait que chacun d'eux avait surpris sa femme en train de le tromper et avait tabassé l'amant de sa femme. Ils auraient pu être condamnés pour tentative de meurtre, mais ils ont accepté un arrangement, réduisant l'accusation à coups et blessures. Inutile de dire qu'ils ont tous 2 divorcé. Pendant notre séjour en prison, nous sommes devenus de bons amis et nous nous sommes soutenus mutuellement. Lorsque je suis sorti peu de temps après, je leur ai dit que je ferais de mon mieux pour les aider lorsqu'il serait temps pour leur libération conditionnelle. Avant ma libération conditionnelle, j'ai purgé 3 ans. Mon père possédait un entrepôt de pièces automobiles. J'avais travaillé pour lui depuis le lycée et j'avais fini par reprendre l'entreprise lorsque mon père est tombé malade et est décédé. 1 an après ma libération, Al et Joe ont été libérés sous condition. Lors de l'audience, mon père et moi avons dit aux membres de la commission de libération conditionnelle que nous avions des emplois pour les 2 hommes dans un entrepôt de pièces. Ils avaient besoin d'un endroit où vivre, et mon père a mentionné qu'il avait un terrain près de l'entrepôt de pièces et qu'il pouvait louer à Al et Joe un mobil-home chacun. Comme ils avaient une offre d'emploi et un logement, ils ont tous 2 été libérés de prison. La libération conditionnelle remonte à 8 ans, et les 2 hommes ont remercié mon père et moi. Ils étaient d'excellents employés, et maintenant ce sont aussi de bons amis à moi. Ils ont pu acheter chacun une voiture d'occasion à bon prix dans une casse.
Ils sont devenus mécaniciens et chauffeurs de dépanneuses. Ils étaient des touche-à-tout, et il n'y avait rien qu'ils ne pouvaient faire dans une casse. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était de commencer une nouvelle vie. Ils ont même commencé à fréquenter, et avec le temps ils se sont mariés et ont eu leur propre maison, chacun avec une famille. Sans aucun doute, ils étaient reconnaissants envers mon père et moi de les avoir aidés. Ils ont continué à travailler pour nous et ont été bien payés. La police m'a ramené à la maison car je n'avais pas de voiture. Quand je suis rentré, Amelia est accourue vers moi et m'a serré dans ses bras. « Dieu merci, tu es sain et sauf. J'étais tellement inquiète pour toi. Où étais-tu ? Sur le maudit lac, à pêcher jusqu'à ce que la garde côtière arrive sur le bateau avec des armes. Qu'est-ce qui se passe ? L'homme s'est avancé. Je suis le détective Abel. Je suis en charge de cette affaire. Nous devons connaître vos déplacements des dernières 24 heures. Des conneries. Vous m'avez enlevé de mes vacances de pêche, et je veux savoir pourquoi avant de vous dire quoi que ce soit. D'accord. Votre femme nous a appelés ce matin et a dit qu'elle avait reçu un appel au travail l'informant que vous aviez été kidnappé et que l'on exigeait une rançon de 250 000 $. L'appelant a dit qu'il appellerait chez vous à 15 heures. Nous avons tout mis en place et attendons l'appel. Ça doit être une sorte de mauvaise blague. Qui diable essayerait de me kidnapper ? Je possède un foutu entrepôt et un parc de caravanes. Vous pensez qu'ils veulent des pièces détachées ou une caravane d'occasion ? Amelia, ont-ils dit autre chose ? Ils ont dit que vous avez 24 heures pour réunir l'argent, sinon votre mari mourra. S'il signale à la police, il mourra. Je vous appellerai à 15 heures et vous donnerai des instructions pour obtenir l'argent. J'avais tellement peur. Ils vous ont dit que s'il appelait la police, il me tuerait, et vous avez quand même appelé. Mon Dieu, si c'était réel, je pourrais être mort. Amelia s'est mise à pleurer. Monsieur Conti, votre femme a pris la bonne décision. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas gérer ça toute seule. C'est facile pour vous de dire ça parce que ce n'était pas votre foutue vie qui était en jeu. Bordel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je vais bien. Pourriez-vous tous simplement sortir de chez moi ? Vous voyez bien que je vais bien. Monsieur Conti, nous devons prendre chaque menace de ce genre au sérieux. Nous resterons ici pour voir si un autre appel arrive. Pourriez-vous nous dire vos déplacements des dernières 24 heures ? Bien sûr. Joe et Al sont venus me chercher tôt hier matin. Nous avons loué un chalet au bord du lac pour 4 jours. Nous y sommes allés en voiture, avons pris mon bateau et sommes allés pêcher. Nous sommes arrivés le soir, avons préparé un repas, mangé et nous sommes détendus dans le chalet. Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner et étions de nouveau sur la route avant que la garde côtière ne nous rattrape. Vous connaissez la suite. Il était presque 15 heures, et le détective et ses officiers avaient installé un téléphone sur la table de la cuisine. Il allait faire venir Amelia pour parler à d'éventuels suspects si un appel arrivait. J'étais assis dans le salon avec 2 autres détectives en train de boire du café. Il y avait un haut-parleur sur la table basse pour que nous puissions tous entendre la conversation. Le détective Abel a demandé à Amelia de me dire qu'elle avait contacté son avocat pour l'aider à réunir de l'argent en cas d'appel. Le détective allait jouer le rôle de l'avocat. Je suis resté là à secouer la tête. J'ai dit aux autres officiers, « Bordel, je pourrais être en train de pêcher. » Le téléphone a sonné exactement à 3 heures et Amelia a répondu au téléphone. « Madame Conti, c'est gentil de vous voir rentrer tôt pour prendre mon appel. Avez-vous l'argent prêt ? » demanda l'appelant. La voix était déguisée. « Pas encore, j'ai contacté un avocat pour m'aider à obtenir l'argent, » répondit Amelia. « Quoi ? Je t'ai dit que si tu contactais quelqu'un, ton mari serait mort. » « As-tu contacté la police aussi ? » ? « Non, non, seulement un avocat. »« Désolé, mais je ne savais pas comment récupérer cet argent. Tu m'as juste dit de ne pas signaler à la police. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon mari. » Mais ce foutu avocat au téléphone. Elle fit comme on lui dit et le détective Abel décrocha le téléphone. « Ici John Wells, je suis l'avocat des Conti. De quoi avez-vous besoin exactement ? » Nous savions qu'il perdait juste du temps et essayait de tracer le téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Nous avons besoin de l'argent foutu ou Conti meurt. »
C'est assez clair? Si nous découvrons que vous ou Madame Conti avez contacté les autorités, il meurt. Ce n'est pas un foutu jeu. Je ne joue pas non plus. Avant de vous donner ce genre d'argent, nous devons savoir que vous avez Monsieur Conti et qu'il est en vie. Un tumulte fut entendu à l'autre bout du téléphone. Puis nous avons tous entendu une voix. Amelia, c'est moi, Larry. Ces hommes masqués sont venus et m'ont kidnappé juste après que tu aies quitté l'hôtel ce matin. S'il te plaît, donne-leur ce qu'ils veulent. S'il te plaît. Puis nous avons entendu un bruit sourd. On aurait dit que quelqu'un avait reçu un coup dans l'estomac. Bon sang, j'ai dit. C'est mon frère perdant, Larry. Qu'est-ce que ça veut dire que tu étais avec lui ce matin? Comme tu peux le voir, douce Amelia. Nous savons que tu nous as menti. Était-ce ton mari qui criait en arrière-plan? Est-ce qu'il sait que tu t'amusais avec son frère? On dirait qu'on s'est trompé de Bella. Tu vois, nous sommes allés à la décharge hier et on nous a dit que Monsieur Conti était parti en vacances pour quelques jours. Nous sommes passés chez toi hier matin pour voir s'il était parti et on t'a vu sur le point de sortir. On t'a suivi jusqu'à ton hôtel. Votre chambre était enregistrée au nom de Monsieur et Madame Conti, donc bien sûr nous avons supposé que c'était votre mari. Après que tu aies quitté le motel ce matin, nous avons kidnappé le mauvais Monsieur Conti. Il nous a répété maintes et maintes fois que nous avions la mauvaise personne. Nous ne l'avons pas cru jusqu'à ce qu'il nous dise qu'il avait un frère jumeau. Que voulez-vous maintenant que vous n'avez pas Thomas Conti? Demanda le détective, se faisant passer pour un avocat. 300 000 $ d'ici 9 heures demain matin ou Larry Conti meurt. L'argent supplémentaire est pour les mensonges et les ennuis que nous avons eus. Demain matin, nous vous appellerons pour vous dire où apporter l'argent. Plus de jeu, plus d'argent, il meurt. L'appelant a raccroché et je me suis levé en commençant à crier après Amelia. Putain, tu t'éclates maintenant avec mon frère. Je ne donnerai pas un sou pour sauver sa peau. Les salauds qui l'ont attrapé ne feront que m'empêcher de détruire qui que ce soit. 2 agents se tenaient entre Amelia et moi et m'ont demandé de m'asseoir. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur, j'ai attrapé une bière et j'ai allumé la télé. Je n'aurai rien à faire avec mon frère gigolo ou ma femme pute. Dès que cette mascarade sera terminée, nous divorcerons. Le détective a dit à Amelia qu'il devait savoir si ce que le ravisseur avait dit était vrai. Il devait connaître tous ses faits et gestes depuis le moment où elle avait quitté la maison le matin précédent. Elle était très bouleversée et pleurait, mais je faisais comme si elle n'était même pas là. Je m'en fichais. Amelia a expliqué au détective, mais elle a essayé de parler si bas que je ne pouvais pas entendre, mais j'ai tout entendu. Elle a rencontré Larry à l'hôtel. Sa femme pensait qu'il était en déplacement. Ils étaient amants depuis des mois. J'étais assis là, de plus en plus en colère d'être manipulé. Après le dîner hier soir, nous sommes allés dans notre chambre. Je ne vais pas te parler de comment nous avons fait l'amour, a répondu Amelia. J'ai frémi. Faire l'amour? Mon frère n'a jamais aimé personne. Il voulait seulement ta sale peau parce que tu étais marié à moi. Il ne se souciait pas de toi et maintenant moi non plus. Amelia continuait à parler, mais maintenant elle avait peur de moi. Elle était contente que la police soit là. Nous nous sommes dit au revoir le matin et avons convenu que je le verrais le soir. Je suis allé travailler pour que ça ait l'air normal. Quand je suis arrivé et que je me suis installé, j'ai reçu un appel m'informant que mon mari avait été kidnappé. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais inquiet pour lui. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai appelé la police. Je t'ai déjà raconté le reste de l'histoire. Tu t'attendais à revenir dans la chambre ce soir? A demandé le détective. En se détournant de moi, elle a répondu, oui, nous avons pris une chambre pour 2 nuits. Putain de pute! Ai-je crié. Un des flics s'est levé pour me retenir, mais je ne me suis pas levé même si j'en avais vraiment envie. Cela suffit en prison. Larry et moi étions vraiment des frères jumeaux. Nous pouvions paraître semblables, mais nous étions complètement différents. J'aimais les choses mécaniques tandis que Larry s'intéressait davantage aux filles. Nous nous entendions généralement bien enfants, mais seulement parce que j'étais indulgent. Nous avions tous les deux des rendez-vous, mais Larry finissait toujours par sortir avec mes petites amies. C'était le séducteur plus habile et finissait généralement par rester avec la fille,
la larguant après avoir obtenu ce qu'il voulait. Ma philosophie était qu'il y avait plein de poissons dans la mer et si les filles voulaient tellement Larry, soit. Je n'ai jamais été amoureux d'aucune d'entre elles. Notre mère est décédée d'un cancer quand nous avions 18 ans et nous avons vécu seuls avec mon père jusqu'à ce que nous ayons terminé le lycée. Larry voulait aller à l'université et devenir vendeur. Il avait le don de la parole et il serait doué pour ça. La seule personne qui comptait vraiment pour Larry, c'était lui-même. Moi, par contre, je m'inquiétais pour mon père. Il avait possédé une entreprise de ferraille pendant la majeure partie de sa vie. Pour la plupart des gens, ce n'était que de la ferraille et des déchets, mais sa fortune dépassait le million de dollars. La plupart de l'argent était bloqué dans ce qu'on appelait l'inventaire. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je suis resté à la maison et j'ai aidé mon père. Nous avons travaillé dur et contribué à développer l'entreprise encore plus. Papa était très fier de moi et de l'entreprise. Une nuit, je suis allé à une fête et j'ai rencontré une fille. Nous avons commencé à sortir ensemble et en l'espace d'1 an, nous nous sommes mariés. Elle a emménagé dans la maison avec moi et papa. Finalement, papa nous a dit que nous pouvions vivre dans la maison et qu'il vivrait dans l'une de ses caravanes dans le parc de caravanes. C'était tout ce dont il avait besoin et cela nous donnait plus d'intimité. Au cours des 3 années suivantes, ma femme Bess et moi avons eu 2 enfants. Tout se passait bien jusqu'à ce que Larry rentre de l'université. Un jour, j'ai vu Larry essayer de draguer Bess et nous nous sommes bien entendus. Étant le plus fort des deux, je lui ai mis une gifle et j'ai crié « Si tu t'approches d'elle à nouveau, je te détruirai ». Bess n'a pas dit un mot. Elle savait rester silencieuse quand j'étais en colère. Je ne l'avais jamais accusée de quoi que ce soit et elle était bien avec ça. Mais j'avais mes soupçons. Ni Bess ni Larry n'ont jamais nié ce que j'ai dit. Après ce jour-là, Larry et moi nous sommes rarement vus. Nous sommes restés en contact mais Larry a gardé ses distances avec Bess. Après avoir obtenu son diplôme, il a décroché un emploi de représentant commercial pour une entreprise de fenêtres et de revêtements. Il passait souvent plusieurs jours par semaine à voyager, mais cela lui donnait l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes. Il avait le don de la parole et trouvait toujours un terrain d'entente avec des femmes qui avaient de l'argent. Il vivait avec elles pendant un certain temps et après les avoir utilisées, il en trouvait une autre. Son travail payait bien, mais ne correspondait pas au style de vie qu'il voulait mener. Il vivait grandement grâce aux femmes qu'il fréquentait. Cela fait 12 ans que j'ai épousé Bess. Nous avons eu un bon mariage, mais maintenant j'avais toujours des soupçons à son égard. Mais nos enfants allaient bien. À cause d'eux, je n'ai jamais envisagé une seconde qu'elle puisse me tromper. C'est à peu près à ce moment-là que mon père est tombé malade. Il avait fait un AVC, mais il semblait s'en sortir. Je me suis donné du mal pour appeler Larry et lui demander s'il voulait se joindre à une entreprise de récupération. Il a juste ri en me disant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec notre casse. Bien sûr, notre père Lou était mal à l'aise, mais je lui ai dit que je serais toujours là pour lui. Un jour, un homme est venu avec plusieurs voitures qu'il voulait se débarrasser. Papa lui a fait une offre sous la table et il a accepté. Malheureusement, mon père avait déjà fait ça plusieurs fois pour éviter de payer des impôts supplémentaires. À cause de cela, il n'a jamais vérifié les numéros de série des voitures. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre sont venues à la maison avec un mandat de perquisition. Malheureusement, l'homme qui avait vendu les voitures à mon père avait dit à la police qu'il les avait jetées sur notre parking. Ils ont trouvé les voitures et s'apprêtaient à arrêter mon père pour recel. Il était hors de question que je laisse mon père aller en prison. Je me suis avancé pour parler aux agents. « Monsieur, j'ai accepté ces voitures. Mon père n'était pas au courant. J'allais m'occuper de l'immatriculation mais je n'ai pas eu le temps. Tout ce qu'il voulait, c'était arrêter quelqu'un. J'ai été arrêté et j'ai plaidé coupable. J'ai été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison. Mon père était bouleversé et a dit qu'il ferait tout pour moi. J'ai serré mon père dans mes bras et il m'a dit en larmes à quel point il était désolé. Le jour où j'ai été envoyé en prison, j'ai réalisé que mon père ne survivrait pas en prison. Il avait déjà un mauvais cœur et je ne voulais pas qu'il meure seul en prison. Bess m'a quitté et a demandé le divorce 2 mois après mon incarcération. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vivre seule.
Elle a emmené les enfants bien sûr et a bientôt commencé à fréquenter un agent d'assurance, avec qui elle s'est mariée quelques mois plus tard. J'étais très bouleversé de perdre les enfants, mais j'ai dit tant pis pour elle. J'ai correspondu régulièrement avec mon père. Il est venu me rendre visite chaque mois. Plusieurs de ses cousins ont aidé mon père. En sortant de prison, je ne pouvais pas faire grand-chose dans le secteur de la récupération. Au moins, mon père faisait confiance à ses cousins qui étaient un peu plus jeunes que lui. Pendant mon séjour en prison, j'ai rencontré Al et Joe. Ils m'ont semblé être des gars plutôt décents. Chacun d'eux m'a raconté une histoire similaire sur le fait d'avoir surpris sa femme avec un amant. Dans chaque cas, il les avait tellement battus que les amants avaient dû être hospitalisés. J'ai compris que cela pouvait arriver. J'ai failli le faire à mon propre frère. Je leur ai dit que dès leur libération conditionnelle, je ferais tout ce que je pourrais pour les aider. J'en ai même parlé à mon père et il a accepté d'embaucher ces personnes quand le moment serait venu. Après avoir purgé 3 ans de ma peine de 5 ans, j'ai été libéré. J'étais heureux d'être libre et de pouvoir aider à nouveau mon père. Mon père m'a fait devenir copropriétaire de l'entreprise. Il m'a dit que de cette façon, lorsque qu'il mourrait, l'entreprise serait à moi et Larry ne pourrait pas y prétendre. Ses cousins faisaient plutôt du bon travail, alors nous les avons gardés. Papa a dit qu'il travaillait un peu plus dur après mon retour. Ça nous a fait sourire tous les deux. L'année suivante, nous avons embauché Al et Joe. Nous avons tenu la promesse que nous avions faite à ces deux hommes. Ils ont dit qu'ils nous seraient éternellement reconnaissants. Plusieurs années se sont écoulées, les affaires marchaient bien et l'entreprise prospérait comme jamais auparavant. Je m'assurais que chaque véhicule que nous recevions passait par une inspection complète. Je ne voulais plus passer de temps en prison. Un jour, j'ai dû précipiter mon père à l'hôpital. Il avait fait une crise cardiaque. J'ai appelé Larry et il a eu l'occasion de voir son père avant qu'il ne décède peu de temps après. Comme promis, j'ai hérité du reste de l'entreprise et de la cour de remorque. J'ai également obtenu la maison dans laquelle j'habitais avec Bess, puis avec papa après sa libération de prison. Larry a reçu l'argent. Papa lui a laissé son compte d'épargne, des actions et des obligations totalisant près de 300 000 $. Il est parti heureux. Il venait de se marier avec une femme fortunée. Son mari était décédé et il était là pour la réconforter. Elle s'appelait Cora et elle était assez intelligente pour avoir une fortune pré-infarctus. Elle et son mari possédaient une entreprise immobilière et étaient assez prospères. J'ai rencontré Cora et ai parlé avec elle quelques fois. C'était une jolie femme et elle semblait intelligente. Je pense que sa solitude l'a rapprochée de Larry. Je pensais qu'elle aurait pu accomplir tellement plus. C'est ainsi que j'ai rencontré ma femme actuelle, Amelia. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête organisée par nul autre que Cora et Larry. Amelia était magnifique. Un beau corps et de belles jambes. Elle aurait été parfaite pour Larry. Dommage qu'elle soit amie avec Cora. Elle avait été mariée 2 fois et divorcée 2 fois, et n'avait jamais eu d'enfant. Elle travaillait dans un bureau d'assurance au centre-ville de Cleveland. Amelia et moi avons commencé à nous voir régulièrement. Bientôt, nous avons décidé de nous marier. J'ai incorporé une entreprise de récupération pour que personne ne puisse y toucher. Amelia a apporté environ 400 000 $ dans le mariage et espérait que cela ne me dérangerait pas d'en avoir une avance également. Elle m'a dit qu'elle pensait que nous serions ensemble pour la vie, mais malheureusement, elle avait déjà été mariée 2 fois. Inutile de dire que cela ne me dérangeait pas. En fait, cela protégeait aussi mes actifs. Je savais qu'elle avait constitué ses économies avec l'argent de ses par exemple. Je tenais beaucoup à elle, mais je ne suis pas sûr que je pourrais appeler ça de l'amour. J'ai toujours été laissé avec trop de questions pour faire pleinement confiance aux gens. Ma première femme, Bess, a accepté de me laisser voir mes enfants issus de mon premier mariage après ma sortie de prison. J'étais content qu'ils m'appellent toujours papa et que je sois présent dans leur vie. Maintenant, je les aidais tous les deux à aller à l'université. Tout se passait bien pour moi. Les affaires marchaient bien. Al et Joe étaient devenus mes meilleurs amis et je pouvais les voir assez souvent. J'étais marié à une femme magnifique. Les choses étaient bien meilleures. Quelques mois avant cela, Amelia avait commencé à agir un peu étrangement.
Je pensais que c'était peut-être une sorte de caractéristique féminine et j'en étais resté là. Mais je restais sur mes gardes, même si je n'avais aucune raison de croire qu'elle me tromperait. Je lui avais dit que mes amis Joe et Al et moi allions partir à la pêche pendant quelques jours. Il serait impossible de nous joindre car aucun de nous n'avait emmené nos téléphones portables avec nous. Nous allions à la pêche depuis 6 ans, donc ce n'était rien de nouveau. Juste un peu de temps avec les gars. Je lui avais dit que si elle avait une urgence, elle pouvait toujours appeler la garde côtière. Jusqu'à présent, cela ne s'était pas produit. Le détective parlait à l'opérateur de son équipement. Ils espéraient retracer le numéro à partir duquel ils appelaient. Ils savaient qu'ils avaient été en contact pendant plus que suffisamment longtemps. Avons-nous pu établir un téléphone portable? Oui, monsieur, mais pas très bien. L'appelant utilisait un téléphone jetable que l'on peut acheter presque n'importe où. Ils sont jetables. Vous pouvez ajouter des minutes si vous le souhaitez. J'ai retracé le numéro, mais cela me dit seulement qu'il a été acheté dans un magasin Walmart. Il aurait pu venir de n'importe où. La tour qui a reçu l'appel se trouvait dans le centre-ville de Cleveland. Pouvons-nous le localiser plus précisément? Demanda le détective. Pas vraiment, juste dans un rayon de 5 miles du centre-ville de Cleveland. Ce n'est pas beaucoup, monsieur. Envoyez 2 hommes à l'hôtel et voyez si nous pouvons découvrir quelque chose. Madame Conti, nous aurons besoin du nom de l'hôtel et de votre numéro de chambre. Peut-être que quelqu'un a vu quelque chose ou même le moniteur dans le hall a pu capter quelque chose. Vérifiez si la voiture de Larry Conti est dans le parking. Amelia a donné à l'officier les informations demandées ainsi que la marque de sa voiture. Elle s'est de nouveau inquiétée et a demandé la rançon. J'ai avancé et dit, je ne lui donnerai pas un sou. Si vous le voulez tellement, payez la rançon pour lui avec votre propre argent. Au fait, je pense que nous devrions en informer Cora, car son mari a été kidnappé. Non, nous ne pouvons pas l'appeler, a dit Amelia. Au contraire, Madame Conti. Nous devons lui parler et découvrir ce qu'elle pourrait savoir, a dit le détective Abel. De plus, c'est son mari et elle mérite de savoir qu'il a été kidnappé. Détective, laissez-moi l'appeler. Je vais lui demander de venir à la maison et vous pourrez l'interroger ici, ai-je demandé. D'accord, mais faites-la venir ici dès que possible, a dit le détective Abel. Salut Cora, c'est Thomas. As-tu la possibilité de venir chez nous? Nous avons quelque chose d'important à discuter avec toi, ai-je demandé à Cora. Est-ce en rapport avec Larry? Il est censé être à Pittsburgh et il n'y est pas. Savez-vous où il est? Demanda Cora. Non, je ne sais pas où il est. Le détective est chez nous en ce moment et il a besoin de te parler, mais pas au téléphone, alors s'il te plaît, dépêche-toi, ai-je demandé. Cora est arrivée 15 minutes plus tard. Je l'ai rencontrée à la porte et pris sa main alors qu'elle entrait dans le salon. Que se passe-t-il? Où est Larry? Est-ce qu'il va bien? Madame Conti, dit le détective Abel. Appelez-moi simplement Cora puisqu'il y a 2 Madame Conti ici. Où est Amelia? Est-elle ici? Elle est sortie aux toilettes. Cora, dis-moi, que voulais-tu dire quand tu as dit que ton mari n'était pas à Pittsburgh? Demanda le détective Abel. Sais-tu où il est? Pourquoi personne ne veut me dire quoi que ce soit? Trembla Cora. J'ai dit, Cora, Larry a été kidnappé. Écoute-moi, s'il te plaît. Les personnes qui l'ont kidnappé pensaient que c'était moi, mais ils ont pris Larry par erreur. Il est en vie, mais il demande une rançon. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi quelqu'un kidnapperait Larry ou même toi, Thomas? Ça n'a pas de sens. Cora, nous avons besoin que tu nous racontes tout ce qui s'est passé ces derniers jours, dit le détective. Nous avons parlé à votre mari pendant quelques secondes et nous savons qu'il est en vie. Nous essayons de découvrir où il est retenu. Cora était un peu nerveuse, mais a dit qu'elle leur raconterait tout ce dont elle se souvenait. Je me demandais de plus en plus si Larry me trompait. Il était censé partir à Pittsburgh pour 2 jours pour l'un de ses spectacles. Il assiste souvent à des salons de rénovation de maisons. Il m'a donné le nom de son motel et le numéro de chambre et m'a dit qu'il partagerait une chambre avec un autre vendeur pour réduire les coûts. Il a fait ça plusieurs fois. Cette fois, il avait l'air un peu différent ou nerveux. Pourquoi penses-tu qu'il aurait pu te tromper?
demanda le détective. Il a été plus distant ces derniers temps. Tu sais, trop fatigué pour faire l'amour. Il a aussi disparu plus souvent que d'habitude, généralement pour une journée entière. Je devais en avoir le cœur net, alors j'allais le suivre à Pittsburgh. Il est parti hier matin et a dit qu'il serait parti pour 2 nuits. Il m'a même appelé quand il a annoncé son arrivée. Mais il ne savait pas que j'avais donné le nom de son motel et le numéro de sa chambre à un détective privé. Je sais que c'est mal, mais j'avais besoin de savoir s'il me trompait. Ça m'a coûté 1 000 $, mais ça en vaudrait la peine de découvrir si mon mari m'avait été fidèle. Le détective privé m'a appelé ce matin et m'a dit que Larry Conti n'était pas là. Il était enregistré dans un motel et le détective privé a même parlé à un autre homme dans la chambre qui a dit à mon détective privé que Larry avait payé la moitié de la chambre, mais a dit qu'il avait un autre engagement, sans préciser où. Il est venu dans mon bureau ce matin et m'a rendu 500 $. Il a dit qu'il ne se sentait pas avoir mérité cet argent, car il n'avait jamais vu Larry. Amelia est entrée dans la pièce, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Cora s'est approchée pour la prendre dans ses bras, mais Amelia a levé les mains. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas, Amelia? D'abord, tu dis que mon mari est retenu en otage, et maintenant ma meilleure amie pleure et ne veut pas que je m'approche d'elle. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Thomas, tu ne me mens jamais, qu'est-ce qui se passe? J'ai donné une bière à Cora et lui ai dit de s'asseoir. Je lui ai raconté toute l'histoire et l'enlèvement quand ils ont pris Larry de la chambre de motel en pensant que c'était moi. La raison pour laquelle ils pensaient que c'était moi, c'est parce que ma foutue femme le faisait avec ton mari. Quoi? Larry et Amelia ont une liaison? Regardant Amelia, Cora a dit, espèce de garce hypocrite. Quand je t'ai dit que je pensais que Larry pourrait avoir une liaison, tu m'as réconforté en me disant qu'il ne me ferait pas ça. Et maintenant je découvre que c'est toi qui as une liaison avec lui. Cora s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre moi. Quand elle a repris ses esprits, le détective lui a demandé si elle avait quelque chose à ajouter. Ajouter? Me suis-je dit, il se moque de moi ou quoi? Il jouait beaucoup et a perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas si cela avait un rapport avec le fait qu'il voulait Thomas, a répondu Cora. Le détective m'a demandé si je pensais que quelqu'un pourrait essayer de me kidnapper. Des ennemis ou quelqu'un qui saurait que j'avais de l'argent prêt. C'est ça, ai-je répondu. Je vaux beaucoup d'argent, ou du moins mon entreprise vaut cette somme d'argent. Mais je n'ai pas du tout la somme d'argent que je pourrais obtenir rapidement. Il me faut du temps pour vendre des fonds communs de placement et des actions. Il n'y a aucun moyen pour moi d'obtenir, disons, 100 000 rapidement. Quant à quelqu'un qui essaie de récupérer l'argent, mon foutu frère l'a probablement organisé lui-même. Puisqu'il couche avec Amelia, il sait probablement qu'elle a quelques centaines de milliers qu'elle pourrait obtenir rapidement. Amelia poussa un cri. Il n'a rien fait de tout ça. Il m'aime et nous partions ensemble. Il ne m'a jamais rien demandé. Tu es juste jalouse de lui. Tu l'as toujours été. Espèce de salope. Cria Cora. Tu peux garder ce salaud. J'ai déjà assez dépensé pour lui. Il a même pris de l'argent sur mon compte. J'ai dû porter plainte. Après son retour, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Le détective Abel pouvait voir que la situation devenait incontrôlable. Il demanda à tout le monde de se calmer pour l'instant. Nous devons encore trouver les ravisseurs et Larry Conti. Madame Conti, il regarda Amelia. Nous devons trouver un moyen d'obtenir les 300 000 $. Votre mari a clairement indiqué qu'il ne va pas aider. Êtes-vous en mesure de rassembler cette somme d'argent? Cora, c'est votre mari. Avez-vous ce genre d'argent de côté? Cora me regarda. Que vais-je faire, Thomas? J'ai quelques centaines de milliers, mais c'est tout ce qu'il me reste. Il est mon mari jusqu'à ce que je demande le divorce. Ne dépense pas un sou pour lui. Il ne le mérite pas. Il vous utilise et dépense votre argent depuis des années. Il veut Amelia, laissez-le utiliser vos finances pour le sortir de là. Cela prendrait presque tout ce que j'ai, répondit Amelia. Vous êtes tous les deux horribles. C'est votre frère et votre mari, Cora. Est-ce que ça vous importe au moins? Marmonnai-je. C'est un salaud qui a diverti ma femme et trompé avec une femme bien meilleure. Si vous voulez le sauver, alors agissez.
Personnellement, je m'en fous. Cora, je serai devant vous pour déposer les papiers au tribunal du divorce lundi. Apportez-moi du café, noir avec du sucre. Cora ne dit rien, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Le détective Abel envoya 2 agents avec Amelia pour récupérer la rançon. C'était presque tout ce qui lui restait de ses économies. Depuis que nous étions mariés, j'avais tout payé. Elle s'était acheté quelques affaires personnelles, et maintenant je soupçonne qu'elle a donné de l'argent à Larry ou lui a acheté des cadeaux. Quand ils sont revenus avec une sacoche d'argent, je me suis levé et j'ai dit que je partais. « Vous ne pouvez pas partir, » dit le détective. « Pourquoi pas ? Soit vous m'arrêtez, soit je pars et je vais pêcher avec mes amis à nouveau. Je prendrai mon téléphone portable avec moi au cas où vous auriez besoin de m'appeler pour les funérailles. » Je savais que je l'avais dit de manière horrible, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Cora leur dit qu'elle ne pouvait pas rester à la maison à cause d'Amelia. Elle irait chez elle et le détective lui a dit qu'il mettrait un garde de sécurité devant sa maison pour surveiller sa maison jusqu'à la fin de cette épreuve. Il la tiendra informée de ce qui se passe. J'ai regardé Amelia. Je resterai dans la cabane encore quelques jours. Une fois que tu auras retrouvé ton amoureux, je m'attends à ce que tu déménages de ma maison. Tu te souviens de ce que tu voulais ? La maison est à moi. Le détective Abel ne savait pas quoi faire de moi. Il n'avait aucune raison de me garder, et ma présence ici n'arrangeait rien. Son principal souci était de ramener l'otage en sécurité. Il m'a accompagné jusqu'à ma voiture et m'a dit de rester à l'affût de tout ce qui pourrait paraître suspect. Après tout, j'étais censé être la cible initiale. Je lui ai dit que je ne le pensais pas vraiment, mais merci de sa préoccupation. Nous sommes montés en voiture et sommes retournés à la cabane. Quelques heures plus tard, Al et Joe sont revenus à la cabane. Ils étaient allés en ville et étaient revenus avec de la pizza fraîche et de la bière. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin vers 8 heures, je suis monté dans mon bateau et suis parti pêcher. En passant devant la garde côtière, j'ai allumé mon feu de brouillard très fort et leur ai fait signe. Quelque chose me disait qu'on leur avait dit de surveiller mon bateau. Je leur ai juste facilité la tâche. Al conduisait. Quand nous sommes revenus à la cabane, il était environ midi. J'ai veillé à remettre le signal de brouillard devant la garde côtière. Nous ne voulions pas rendre leur tâche de surveillance plus difficile. Vers 15 heures, une voiture s'est arrêtée devant mon allée. Al et Joe venaient de descendre. Al dans ma voiture et Joe dans la sienne. C'était le détective Abel et 2 autres détectives, tous en costume. Vous n'avez certainement pas l'air habillé pour le camping ou la pêche, donc je suppose que vous êtes ici pour affaires. Où se dirigent vos amis ? Demanda le détective Abel. Je leur ai dit que j'allais louer la cabane encore quelques jours et qu'ils pouvaient rester. Ils ont demandé s'ils pouvaient amener leurs femmes et leurs enfants et rester quelques jours. Bien sûr, j'ai dit oui et ils sont allés les chercher. Je pense qu'ils vont adorer ici. Nous sommes tous venus ici en voiture avec Joe et j'ai prêté la mienne à Al pour emmener sa famille. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Où avez-vous pu sauver mon merveilleux frère ? J'ai décidé de sortir et de vous dire ce qui s'est passé ce matin. Nous avons pu retrouver votre frère. Il était assez secoué, mais il va s'en sortir. Je pense que vous aviez tort de penser qu'il était impliqué dans cet enlèvement. Je le connais depuis toujours et il a toujours été mêlé à des femmes et de l'argent. Je maintiens mon hypothèse sur son implication. J'ai dit au détective, « Vous voulez une bière ou un soda ? Un coca serait sympa. Nous sommes de service, donc nous ne pouvons pas prendre une bière. Est-ce que ça te dérange si on jette un coup d'œil autour de la cabine ? Allez. C'est un peu sale ici puisqu'on n'a pas nettoyé après le petit déjeuner ce matin. On devra nettoyer avant que les gars ne reviennent avec leurs femmes. » J'ai ri. Les 2 autres détectives ont jeté un coup d'œil et Abel m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ la veille, ce matin-là. Je n'ai pas demandé, mais apparemment ils voulaient sonder mes pensées. Ces détectives sont revenus du motel et personne n'avait rien vu. Ils ont dit qu'un homme avait demandé dans quelle chambre les Conti logeaient et il lui avait dit. Le réceptionniste a dit qu'il ne l'avait pas bien vu et qu'ils avaient des gens entassés dans leur chambre en attente d'expulsion. Apparemment,
Larry et Amelia avaient une chambre au deuxième étage avec accès au couloir et accès par un mur en verre à la rue près de la piscine. Ils ont pensé que Larry avait été kidnappé et emmené par la porte de derrière. Ils ont interrogé plusieurs clients, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit. La voiture de Larry était toujours garée sur le parking du motel. Il a dû partir rapidement car presque tous ses effets personnels étaient là, même son portefeuille, mais il n'y avait pas d'argent dedans. Il n'y avait pas non plus de carte de crédit, donc peut-être que si les kidnappeurs essayaient de les utiliser, ils pourraient les attraper. Les deux autres détectives sont venus s'asseoir avec nous. Je me suis levé et j'ai pris des chips et de la sauce. Je suis allé acheter à chaque gars une boisson et moi une bière. On dirait que vous allez devoir rester un bon moment si vous voulez me dire ce qui s'est passé ce matin. Vous devriez peut-être prendre quelque chose à manger. Désolé, nous n'avons pas de beignets. Les détectives ont eu la gentillesse de me remercier pour les chips et la sauce. J'ai aussi posé des bretzels. Je me suis rassis et j'ai laissé le détective Abel continuer l'histoire. Il a dit que le kidnappeur avait appelé à 9 h du matin. Il a expliqué qu'il voulait que l'avocat qu'Abel prétendait être remette l'argent. La partie de la ville où il devait récupérer l'argent et où Larry était censé être était un quartier dangereux, et Amelia ne pouvait pas être en sécurité là-bas. Alors ma chère femme a pris ses propres économies pour payer la rançon pour mon frère idiot, son amant, ai-je demandé. Oui, elle l'a pris. Mais nous avons récupéré l'argent 80% du temps, a dit Abel. Donc vous avez ramené Larry sain et sauf et vous avez récupéré son argent. Une bonne journée de travail pour vous. Nous avons ramené Monsieur Conti, mais nous avons perdu la trace de l'argent. Je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Nous pensions chercher des kidnappeurs ordinaires, mais ces gens avaient un plan, répondit Abel. Tu continues à dire « ils ». Es-tu sûr qu'il y avait plus d'une personne impliquée? Demandai-je. Selon ton frère, quelques minutes après le départ de ta femme du motel, il y a eu un coup à la porte. Il pensait qu'elle avait probablement oublié quelque chose et a ouvert la porte. Deux hommes masqués et encagoulés l'ont assommé et lui ont injecté un sédatif. Le moment d'après, il s'est réveillé dans ce qui semblait être une crypte ou une pièce close sans fenêtre. La pièce était sombre, sale et pratiquement vide. Il y avait un seau qu'il pouvait utiliser comme toilette et 6 bouteilles d'eau, mais pas de nourriture. Il a dit qu'il a essayé de crier, mais personne ne lui a répondu. Il y avait un vieux matelas par terre. Je sais que tu penses qu'il a organisé toute cette affaire, mais je ne peux pas imaginer qu'il se soit fait ça à lui-même, dit Abel. Le détective Abel a poursuivi son récit. On lui a dit d'apporter une valise d'argent à un centre commercial abandonné qui était fermé depuis des années. Je connaissais le quartier et ça ressemblait à une zone de guerre. Il y avait une vieille voiture garée dans l'un des vieux garages. C'était une Chevrolet verte abandonnée. Il devait mettre la valise dans le coffre, qui contenait la clé. Fermer le coffre et emporter la clé avec lui. Le kidnappeur a dit qu'ils avaient une autre clé de coffre. Ensuite, ils devaient quitter les lieux rapidement. Et après que les kidnappeurs soient venus vérifier la valise pour s'assurer qu'il n'y avait pas de traceur ou de dispositif de repérage, ils appelleraient la maison des Conti et leur diraient où ils pourraient trouver Larry. Abel a dit qu'il a dit au gars que les conditions étaient inacceptables, mais on lui a rapidement dit que si l'argent n'était pas livré avant 10 heures, Larry mourrait et a raccroché. Nous avons discuté avec l'homme au téléphone, mais il a dit que c'était ça où Larry mourrait. Nous n'aimions pas l'idée, mais nous avons pensé que nous pourrions surveiller le bâtiment et la voiture et voir qui pourrait venir chercher la valise. Et nous n'avions pas le choix, alors nous avons accepté. Comme on dit, il faut toujours suivre la piste de l'argent, a dit Abel. Je me demandais comment cela allait se passer. Alors comment as-tu sauvé ce con de Larry et n'as pas récupéré l'argent? J'ai fait ce qu'on m'a dit et j'ai mis la valise dans le coffre de la vieille Chevrolet verte. Je suis sorti rapidement et je suis retourné auprès de ta femme pour attendre l'appel. Jim et Bob, a-t-il désigné les deux détectives, se sont cachés de l'autre côté de la rue du centre commercial. Ils avaient des jumelles et ont surveillé le bâtiment et la voiture tout le temps. Nous avons attendu jusqu'à midi, mais personne ne s'est montré. J'étais en train de m'inquiéter que quelque chose ait mal tourné. J'avais un appareil cousu dans la doublure de la valise, et il montrait qu'il était toujours dans le coffre de la voiture.
Environ une demi-heure plus tard, Madame Conti a reçu un appel indiquant que l'argent était arrivé et nous a donné les coordonnées où nous pourrions trouver votre problématique Larry. C'était situé 2 maisons en dessous du garage. C'était dans un ancien bureau de prêt ou une ancienne chambre forte de banque. Le mécanisme de verrouillage principal avait été enlevé, mais quelqu'un avait soudé un gros cadenas à la porte. Il n'y avait aucun moyen pour Larry de sortir. Jim a utilisé une masse et a continué à frapper sur le cadenas jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Larry était assis dans le noir en sous-vêtements. Il avait bu 5 des 6 bouteilles d'eau et avait du mal à utiliser le seau dans le noir pour se soulager. Nous l'avons interrogé maintes et maintes fois, mais il n'avait aucune idée de qui l'avait kidnappé. Tout ce dont il se souvenait, c'était 2 hommes masqués. Il a dit qu'ils étaient très en colère lorsqu'ils ont confondu Conti. Quand ils l'ont laissé parler au téléphone, ils lui ont mis un sac sur la tête. Mis à part cet incident, il était seul. Donc je ne crois pas qu'il aurait pu traverser cela. Alors qu'est-il arrivé à l'argent d'Amelia? N'as-tu pas dit que le dispositif montrait qu'il était toujours dans le coffre? Ai-je demandé. C'est incroyable. Pendant que Jim partait chercher Larry, Bob est revenu et a ouvert le coffre de la voiture verte. La valise était toujours là, mais tout l'argent avait été pris. La vieille épave dans le coffre avait un faux fond. Sous la voiture, nous avons découvert que le couvercle de l'égout avait été enlevé, et quelqu'un avait pris l'argent sous le coffre et était sorti par l'égout. Nous avons trouvé l'endroit où cette personne était sortie, à environ 100 mètres derrière un centre commercial abandonné. C'était une rue déserte pleine de maisons délabrées. Nous n'avons rien pour retracer qui est sorti ou où. Nous ne savons même pas combien de personnes étaient impliquées, sauf que Larry a dit qu'il avait été enlevé par 2 hommes. Une ambulance a emmené votre frère à l'hôpital, mais le secouriste a dit qu'il avait l'air bien, mais très sale et secoué. J'ai suivi votre femme à l'hôpital pour le voir. Jim et Bob sont restés sur les lieux pendant 1 heure à la recherche de tout indice, mais n'ont rien trouvé. Nous avons fait remorquer la vieille cheville jusqu'à notre atelier pour l'examiner. Je doute que nous trouvions quelque chose. As-tu prévenu Cora? Ai-je demandé. Oui, elle nous a remerciés et a dit qu'elle devrait le rencontrer et lui dire qu'elle demandait le divorce. Elle était contente qu'il soit sain et sauf, mais c'était tout. Les 3 détectives se levèrent et je les remerciai d'avoir pris le temps de m'expliquer la situation, mais je ne voulais rien avoir à faire avec mon frère. Le mieux qu'ils puissent faire était de rester loin de moi. Abel me demanda une dernière fois si je connaissais quelqu'un qui pourrait essayer de me kidnapper. Détective Abel, je possède et gère un centre de recyclage de métaux et une cour de remorque. J'avais 2 de mes meilleurs amis avec moi. 2 de mes cousins géraient l'entrepôt pendant notre absence. J'ai quelques employés à temps partiel, mais personne ne tente de me kidnapper. Amelia pourrait engager quelqu'un, mais qu'en retirerait-elle? Jusqu'à hier, je lui achetais tout ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais dépensé un sou de son argent pour moi. J'ai un frère qui est un gigolo avide d'argent qui n'en a jamais assez. Je parierais toujours mes 2 sous sur lui. Un certain temps s'écoula quand Al et Joe arrivèrent avec leur famille. Tout le monde semblait si heureux, mais ils savaient pour Amelia, et cela rendait l'atmosphère un peu inconfortable. Elle n'avait jamais été proche d'aucun d'entre eux. J'ai dit aux gars que je me sentais un peu déclassé et que j'allais rester dans un motel pendant quelques jours. Je leur ai dit de profiter de la cabane et de mon bateau. Je leur faisais entièrement confiance avec tout ce que je possédais. Ils étaient de vrais amis. Je serai de retour dans 2 jours pour mettre le bateau au quai et fermer la cabane. Je leur ai dit de profiter de leurs vacances et leur ai dit que je les verrais au travail lundi. J'ai décidé que la paix et le calme seraient le mieux pour moi. J'avais besoin de réfléchir à ce que je devais faire ensuite. J'ai appelé Cora et l'ai invitée à dîner le lendemain. Elle a accepté. Chapitre 3, j'ai rencontré Cora le lendemain. Elle était belle, mais triste. Elle s'habillait toujours comme une femme d'affaires puisqu'elle travaillait dans l'immobilier. Nous nous sommes retrouvés au Red Lobster pour dîner. Nous avons conduit séparément. « Pourquoi veux-tu dîner, Thomas ?» demanda-t-elle. Les derniers jours n'ont pas été les meilleurs et j'ai pensé que nous pourrions avoir besoin d'un ami. « Alors, tu as vu mon salaud de frère hier? » Oui, je suis arrivé peu de temps après le départ d'Amelia. Je ne peux pas croire qu'une amie m'ait fait ça. Je ne veux plus jamais la revoir.
Larry voulait s'excuser, mais avant qu'il ne puisse le faire, je lui ai dit d'aller au diable. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'abord, il me vole, puis il me trompe avec Amelia. Je lui ai annoncé que je demanderais le divorce lundi. Et s'il essayait de résister, je porterais plainte pour vol contre lui quand il a contrefait ma signature et retiré de l'argent de mon compte d'épargne. Mon Dieu, je ne sais pas ce que je lui trouvais. Je me sens tellement idiote de l'avoir épousé et d'être restée avec lui. Il était toujours bavard. J'espérais qu'il avait changé en se mariant avec toi, mais je vois que ce n'est pas le cas. Je vois aussi un avocat lundi. Si tu veux venir avec moi, ça me va. Elle a souri. Ton frère peut être un moulin à paroles, mais toi, tu es un homme doux. Toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Larry a toujours été jaloux de toi, mais tu le sais probablement déjà. Qu'a-t-il dit à propos de l'enlèvement? A-t-il avoué l'avoir organisé? Ai-je demandé. Cora a ri légèrement. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il a dit qu'ils étaient après toi, mais qu'il ne savait pas pourquoi. Ils avaient l'air vraiment furieux quand ils ont pris Larry à la place de toi. Je suis perplexe à propos de tout ça. Y a-t-il quelque chose que tu sais mais que tu ne dis pas? Laissons ça là pour le moment. Parler de mon frère me rend mal à l'aise. Et si on allait voir un avocat ensemble? On pourrait même déjeuner, ai-je proposé. Thomas, j'ai toujours eu de l'affection pour toi. C'est dommage que j'ai choisi le mauvais frère, mais je ne te connaissais pas à l'époque. Nous devons chacun gérer notre propre divorce. Certains pourraient penser que nous avons simulé cet enlèvement pour être ensemble. Elle a ri. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dîner ou déjeuner de temps en temps. J'aimais être avec elle. Elle semblait si gentille, authentique et facile à parler. J'ai pensé à elle de nombreuses fois, mais je n'aurais jamais avoué mes sentiments. Nous étions tous les deux mariés et avons honoré nos vœux. Après le divorce, j'espérais que les choses changeraient. Je suis arrivé au chalet dimanche et Al et Joe ou leur femme l'avaient déjà nettoyé. Ils m'ont remercié maintes et maintes fois pour l'utilisation du bateau. Je leur ai dit qu'ils pouvaient l'utiliser quand ils le voulaient. Les femmes m'ont même fait une accolade. Al et Joe avaient déjà ramené le bateau, l'avaient attaché et verrouillé. J'ai dit au revoir à Joe et à sa famille et leur ai dit que je les verrais demain, mais que j'arriverais tard. Je devais passer par le bureau de l'avocat. J'ai ramené Al et sa famille à la maison car ils n'avaient pas de voiture, comme nous n'étions que tous les trois. J'ai appelé Amelia dimanche après être rentré à l'hôtel et lui ai dit que j'espérais qu'elle était déjà en train de faire ses bagages car je serais rentré à la maison lundi après le travail et qu'elle ferait mieux de partir ou le regretterait. C'était une menace, mais je m'en fichais. Je doute que j'aurais fait autre chose que de la mettre dehors. Elle voulait parler d'argent et de divorce. Je lui ai dit que tout était dans le contrat de mariage. Elle obtiendra ce avec quoi elle est entrée. La maison et à peu près tout ce qui s'y trouve reste à moi. Quand elle a dit que la plupart de son argent est parti parce qu'elle l'a utilisé pour Larry, j'ai répondu qu'elle devrait remercier mon frère pour ça. Parle-lui et il pourrait peut-être être en mesure de te rendre une partie de l'argent. Elle s'est mise très en colère contre moi. Tu es une personne horrible et pathétique. Tu laisserais mourir ton frère. J'ai intervenu et dit que non, je n'avais rien fait. Peut-être que s'il n'avait pas diverti ma femme, j'aurais envisagé de l'aider. Quoi qu'il en soit, je vais voir un avocat lundi. Tu seras servi avec les papiers de divorce plus tard cette semaine. Je te suggère de les signer. Lundi, après être rentré du bureau de l'avocat, j'ai reçu un appel de Cora au travail. Elle a dit que Larry était passé par son bureau et avait récupéré ses affaires de la maison. Il avait une petite remorque. Elle lui a dit qu'il ferait mieux de ne prendre que les choses qui lui appartenaient. Cora a mentionné que Larry avait essayé de s'excuser à nouveau, mais elle lui a dit de partir. Elle enverrait les papiers de divorce au bureau de sa société à Youngstown. En partant, elle a regardé par la fenêtre et a vu Amelia dans une voiture suivre Larry. Je pense qu'elle a loué un camion et mon frère de merde l'a aidé à conduire les affaires. Quand il est arrivé à la porte, Cora a dit qu'elle lui avait dit qu'elle avait dîné avec moi samedi et que je lui avais dit que s'il me revoyait un jour, il serait un homme mort. Je n'ai jamais dit ça, mais Cora a dit que ça a foutu la trouille à Larry.
Cora a dit à Larry et aussi au détective Abel qu'elle avait annulé toutes les cartes de crédit de Larry au nom des deux. Elle ne paierait plus les factures pour lui. Elle l'a dit à Abel parce qu'il cherchait toute activité sur les cartes de crédit volées. L'affaire n'a été close que lorsqu'il a attrapé les kidnappeurs et espérait récupérer l'argent. Depuis qu'ils ont retrouvé Larry, cette affaire est passée au second plan. Les choses sont revenues à la normale au travail. Cora et moi avons dîné au moins 2 fois par semaine. Nous avons tous deux demandé le divorce et les avocats ont dit que cela prendrait environ 90 jours. Nous avons été tous deux surpris que ni Amelia ni Larry n'aient soulevé la question du divorce. Bien sûr, cela aurait été une perte d'argent pour eux deux, puisque nous avions tous deux des accords prénuptiaux. Au cours du mois suivant, Cora et moi sommes devenus proches et elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit qu'il y a quelques mois, Larry avait voyagé à Las Vegas où il avait contrefait sa signature et pris plus de 100 000 $. Elle l'a découvert seulement lorsqu'il était prévu qu'il fasse un voyage de 2 jours à Pittsburgh. Elle a vu son relevé d'épargne à la banque. Au début, elle voulait juste lui dire qu'elle avait découvert, mais ensuite elle voulait savoir pourquoi. Au début, elle pensait que la plupart de ses économies avaient probablement servi à couvrir des dettes de jeu. Elle pensait peut-être qu'il avait une autre femme. Cora a demandé si elle pouvait vérifier les emplois du temps d'Amelia et de Larry et il s'est avéré que tous les deux étaient hors de la ville ce week-end-là. Amelia devait se rendre dans l'Iowa pour rendre visite à sa sœur pendant quelques jours. Maintenant, j'étais plus agacé que jamais et j'ai décidé que, comme je l'avais dit à Cora, j'avais besoin de me venger. Mais cela devrait attendre. Trop peu de temps s'était écoulé depuis l'enlèvement. Nous avons découvert qu'Amelia et Larry vivent ensemble en dehors de Cleveland. Ils louent un appartement pour le moment. Tous deux travaillaient toujours. Nous ne savions pas s'il était heureux ou non. Cora a dit que peut-être je devrais laisser tomber. C'était fini. Cora m'a dit que Larry pensait que j'étais un imbécile d'aller en prison pour protéger mon père. Il n'aurait jamais fait ça. Elle pense que c'était un acte beau et héroïque pour mon père malade. Je savais que je tombais amoureux d'elle. J'aimais juste être avec elle. Parfois, on se sent chez soi avec certaines personnes. Cora m'aidait à ressentir cela. Je lui ai demandé si elle voulait m'épouser quand nos divorces seraient finalisés. Nous n'avions même pas fait l'amour encore, mais je le pensais. Thomas, es-tu sûr de vouloir faire ça? Je ne suis probablement pas la meilleure amante puisque mon mari veut une autre femme. Mais elle n'a pas dit non et a souri. Nos divorces seront finalisés le mois prochain. Célébrons ensemble, passons la nuit ensemble, et ensuite tu décides. Moi, je sais déjà ce que je ressens. Je ne doutais pas de mes sentiments pour elle. Être avec elle me rendait heureux. Un mois a passé et cette même semaine, nous avons tous deux reçu nos actes de divorce. Cora a dit qu'elle partait en week-end avec moi. J'ai décidé de l'emmener à Pittsburgh. J'ai fait des réservations pour nous à l'hôtel Sheraton. Je savais que c'était un super endroit et que nous pourrions visiter la ville. Nous sommes partis le vendredi. J'ai conduit à travers Youngstown, traversé l'Ohio River et suis arrivé en Virginie occidentale, puis nous sommes arrivés à Pittsburgh, en Pennsylvanie. À Youngstown, je me suis arrêté pour mettre de l'essence dans ma voiture avec ma carte de crédit. Ensuite, je suis passé à la Chase Bank, mais elle était fermée, alors j'ai fait un gros dépôt sur le dépôt de nuit. J'ai dit à Cora que j'allais déposer l'argent avant de partir. Mais comme c'était la même banque, je le déposerai là-bas. C'était trop d'argent à transporter. Nous avons dîné au Sheraton. C'était merveilleux d'être avec elle. Après le dîner et quelques verres, nous sommes montés dans la chambre. C'est là que nous avons fait l'amour. Le lendemain matin, nous avons exploré une partie de la ville, visitant le Carnegie Institute, qui est un musée. Après cela, nous avons décidé d'aller à un match de baseball. Nous n'étions pas fans des Pirates car nous venions à l'origine de Cleveland, mais nous avons décidé que ce serait amusant d'agir comme deux petits-enfants et nous avons passé un excellent moment. Nous sommes sortis dîner à nouveau et sommes retournés à l'hôtel pour prendre quelques cocktails et danser un peu. C'était juste agréable d'être ensemble. C'était tellement difficile à croire que mon idiot de copain aurait pu tromper une femme comme ça. Belle, merveilleuse et amusante, une excellente amante, tout ce que je pourrais vouloir chez une petite amie ou une épouse. Le lendemain,
Nous sommes retournés à Cleveland, en passant par Steubenville et plusieurs petites villes amish. Nous nous sommes arrêtés et avons même fait du shopping et du tourisme. Je l'ai déposée chez elle et je lui ai dit que je voudrais la voir lundi après le travail. Le lundi, elle nous a préparé le dîner. Cette femme savait aussi cuisiner. Quand nous avons fini de manger, quelqu'un a frappé à la porte. Cora est allée ouvrir. C'était le détective Abel. « Madame Conti, puis-je entrer? J'ai quelques questions à vous poser. » « Bien sûr, entrez s'il vous plaît. » « Thomas, le détective Abel est là. » Je suis entré dans la pièce et il semblait un peu surpris de me voir. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, Cora et moi nous voyons parfois. Je veux que vous sachiez que cela a commencé après que nous ayons découvert que nos ex nous trompaient, ai-je dit au détective. Vous êtes deux adultes et ce que vous faites est votre affaire. J'ai quelques questions sur les cartes de crédit que vous avez annulées et qui ont été volées. Avez-vous toujours une liste d'elles? Oui, elle est dans le bureau. Je vais la chercher tout de suite. Elle est allée chercher la liste et l'a remise au détective Abel. De quoi s'agit-il exactement? Demanda Cora. J'ai remarqué que vous avez annulé la carte Chase que vous utilisiez tous les deux. Est-ce exact? Oui, pourquoi? Demanda Cora. Votre mari avait une autre carte Chase qu'il a utilisée vendredi dernier à une station-service à Youngstown. Larry Conti était à Youngstown vendredi dans son bureau d'entreprise. Il a dit qu'il s'y rendait un vendredi sur deux. Il a dit qu'il n'avait pas utilisé cette carte vendredi et qu'elle avait été volée. J'ai seulement annulé les cartes pour lesquelles j'avais des doublons. Je n'ai jamais su qu'il avait une autre carte de débit Chase. Étais-je sur cette carte aussi? Non. Il a dit qu'il était le seul sur la carte. Il a dit qu'il avait commandé une nouvelle carte mais ne l'avait pas utilisée. Alors que voulez-vous de moi? Vous pouvez obtenir une liste des cartes que j'ai annulées. C'est tout ce que je peux faire. Je suis désolé de ne pas pouvoir être d'une quelconque aide, mais il semble que ce soit le problème de Larry, pas le mien. Vous avez raison. Je devais juste vérifier les cartes que vous avez annulées. Vous voyez, cette carte a été utilisée non seulement pour acheter de l'essence, mais aussi pour un dépôt de nuit effectué après les heures d'ouverture sur la même carte de débit. Quelqu'un a déposé 100 000 $ sur un compte qui avait précédemment un solde de 75 000 $. Quoi? Ai-je demandé. Tu veux dire que quelqu'un a déposé 100 000 $ sur le compte d'épargne de Larry? Qui aurait pu faire ça sinon Larry lui-même? Lui as-tu posé des questions à ce sujet? Oui, il ne savait pas quoi dire. Ton ex-femme était là, voulant qu'il lui dise d'où venait l'argent, et pourquoi ne lui a-t-il pas dit qu'il avait encore 75 000 $? Ton frère s'est contenté de se taire et a dit qu'il ne répondrait à aucune autre question. Vous aviez peut-être raison, Monsieur Conti, à propos de votre frère, mais nous ne pouvons rien prouver. Nous étions simplement en train de suivre les cartes qui avaient été signalées volées. Ton frère a dit que cette carte n'avait pas été volée, mais il n'en était pas sûr quand il m'a donné la liste. Après le départ du détective, Cora m'a regardé. J'ai réalisé qu'elle voulait me parler. J'ai décidé de commencer la conversation en lui demandant si elle allait m'épouser. Thomas, je tiens à toi, vraiment. Mais j'ai un problème, et c'est un très gros problème, a dit Cora. Quel est-il? Je suis sûr que nous pouvons le résoudre si nous essayons. Cela a à voir avec l'enlèvement. J'ai l'impression que tu en sais plus que tu ne me l'as dit. Si nous nous marions, j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai été marié 2 fois et mes 2 maris m'ont menti. Je ne parle pas seulement de l'infidélité. Je ne veux pas revivre ça. Pourquoi penses-tu que j'en sais plus? Je lui ai souri. Thomas, nous étions à Youngstown vendredi. Tu as pris de l'essence et tu es passé à la Chase Bank pour faire un dépôt. Je m'occupe de toi depuis très longtemps. Je sais que tu avais les mêmes sentiments pour moi, mais nous étions tous les deux prêts pour le mariage. Je suppose que tu as découvert Amelia et Larry et organisé cet enlèvement pour que je puisse voir quel genre de salaud j'avais épousé. Alors, que veux-tu savoir? Savais-je quelque chose à ce sujet? Étais-je impliqué? Juste la vérité, c'est tout. Je veux pouvoir te faire confiance en tout temps et tu peux toujours me faire confiance. Tu as fait ce dépôt à la banque en sachant que je le questionnerais, a répondu Cora. C'était un grand pas pour moi. Aussi grand qu'un pas vers la confiance que j'ai jamais fait,
à l'exception d'Al et Joe. Cora avait raison. Je devrais lui faire plus confiance qu'à quiconque si nous devions être ensemble, et elle devrait aussi me faire confiance. D'accord, je vais juste te donner quelques détails. Un de mes meilleurs clients a dit qu'il pensait m'avoir vu à Las Vegas. Il a dit qu'il s'était approché d'un gars qu'il pensait être mon sosie. Le gars enlaçait une femme comme si c'était sa maîtresse. Il a dit « Comment vas-tu, espèce d'idiot de fils de pute ?» Il a dit que le gars s'est fâché contre lui et lui a dit de reculer. C'est là qu'il a réalisé que ce n'était pas moi. Je lui ai montré une photo de moi et Amelia et je lui ai demandé si elle ressemblait à la femme à laquelle l'homme s'accrochait. Il a dit oui, et je lui ai dit que c'était mon frère jumeau et sa femme. Il a dit « Zut, il était tout près d'elle et n'avait pas peur de la toucher là, dans le casino. » Doit être les jeunes mariés. J'ai simplement acquiescé. J'ai appelé la sœur d'Amelia et elle n'avait jamais été là-bas, donc je savais ce qui se passait. Amelia est partie à Las Vegas avec Larry, et j'ai pensé que c'était toi qui avais payé le voyage. J'ai payé son billet d'avion, probablement pour la maison de sa sœur. J'ai vérifié le compte d'épargne d'Amelia, mais elle n'avait pas retiré d'argent pour le voyage. Alors j'ai décidé de trouver un moyen de me venger. J'ai fait appel à quelques amis proches en qui je pouvais avoir confiance. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Tu l'aurais laissé mourir ? Demanda Cora. Bien sûr que non, mais je voulais qu'il souffre. Je le méprise, mais c'est mon frère. J'espérais juste que tu ne l'aiderais pas à payer sa caution. J'ai été surpris qu'Amelia donne l'argent, mais je suis sûr qu'elle pensait le récupérer après avoir retrouvé les kidnappeurs. Pourquoi lui as-tu donné l'argent vendredi ? Je ne comprends pas. J'ai jeté toutes ses cartes de crédit sauf celle à son nom, seulement après que tu aies mentionné les avoir toutes annulées. Je l'ai vérifié, et quand j'ai vu que le solde était de 75 000 $, j'ai pensé que c'était l'argent qu'il t'avait pris. Une carte avec une telle somme, j'étais sûr qu'il l'aurait signalée comme perdue ou aurait commencé une carte de remplacement, mais ne te l'aurait pas dit. J'ai acheté de l'essence avec pour que le détective Abel sache que la carte avait été utilisée. J'ai mis l'argent sur son compte. Il est tellement avide d'argent qu'il ne dirait jamais qu'il n'a pas mis cet argent. En même temps, j'ai pensé que cela ruinerait la relation entre Larry et Amelia. Elle pensera toujours que c'est peut-être son argent, et c'est vraiment le cas, j'ai ri. Il ne pourra jamais expliquer d'où vient cet argent. Qu'as-tu fait du reste de l'argent ? Je n'en avais pas besoin. J'ai acheté des actions de ma société pour 2 de mes amis qui m'ont aidé. 50 000 $ chacun et je les ai mis à leur nom. Ils possèdent maintenant environ 4% des actions de ma société. Je leur ai dit de ne pas s'en mêler pendant un moment. Ils ont tous les deux dit qu'ils aimaient avoir une part dans l'entreprise. Les 100 000 derniers, je les garde pour toi. C'est l'argent que mon frère t'a volé. Je pense que tu devrais le mettre sur le compte immobilier car il y a beaucoup d'argent qui y passe. Cora ne savait pas quoi répondre. J'étais le criminel qui avait kidnappé son mari. Que faire avec un type comme moi ? J'ai été aussi honnête que possible et je lui ai dit toute la vérité. Elle savait que je l'avais fait pour me venger à la fois d'Amelia et de Larry, mais en même temps je l'avais aidé. Je n'ai pas pris un centime pour moi. Eh bien, je t'ai tout dit. Je suppose que c'est à toi de décider si tu peux me faire confiance. Je t'aime Cora et je veux que tu fasses partie de ma vie et je te promets de ne pas te mentir. Elle m'a embrassé, m'a conduit dans la chambre et nous avons fait l'amour. Épilogue. Nous nous sommes mariés 2 semaines plus tard. Nous avons décidé de louer un chalet et d'y célébrer le mariage. C'était tellement agréable là-bas. Al et Joe ainsi que leur famille étaient là, tout comme le reste de mon personnel. Les parents de Cora étaient présents. J'ai rencontré sa sœur et d'autres membres de sa famille ainsi que quelques personnes qui travaillaient pour elle. Il faisait trop froid pour nager, mais tout le monde a fait une balade en bateau. Personne n'a mentionné Amelia ou Larry. Rien n'a été dit à propos de l'enlèvement non plus, mais j'ai vu Cora enlacer Joe et Al. Elle savait qui étaient mes vrais amis. Il y avait beaucoup de nourriture et de musique au mariage. Cora et moi savions que nous étions entourés de vrais amis et de famille. Ses parents ont été un peu choqués de voir que je ressemblais à Larry jusqu'à ce que Cora leur dise qu'il était mon frère jumeau. Après le départ de tout le monde, Cora et moi avons fait une balade en bateau au clair de lune.
Nous avons passé 4 jours à pêcher et à profiter de la compagnie de l'autre. Cora et moi avions un accord provisoire, mais c'était uniquement pour les affaires. J'avais ma propre entreprise de pièces détachées et elle possédait son agence immobilière. Tout le reste, nous le partagions. J'ai vendu ma maison où j'avais vécu toute ma vie et Cora a vendu la sienne. Nous avons acheté un condo ensemble pour repartir à zéro. C'était merveilleux de rentrer à la maison auprès de Cora. Parfois, nous dînions à l'extérieur et parfois à la maison. Les épouses d'Al et de Joe sont devenues les meilleures amies de Cora. Comme Cora ne pouvait pas avoir d'enfants, nous gardions souvent les leurs. Nous étions l'oncle Thomas et la tante Cora. Nous envisageons maintenant l'adoption. Autant que nous sachions, Larry et Amelia ne sont plus ensemble. De plus, nous avons appris que Larry avait déménagé dans un autre État, ce qui me convenait parfaitement. Cora a dit qu'elle avait vu Amelia quelques fois lors de ses déplacements professionnels. Elle avait pris du poids et fréquenté quelqu'un de sa compagnie d'assurance. Elle ne lui parle jamais et secoue simplement la tête quand elle la voit. Nous n'avons jamais eu de nouvelles du détective Abel. Donc je suppose que l'affaire de l'enlèvement est close pour le moment.